Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, pour entamer notre deuxième sujet du jour. Aujourd'hui, un sujet où une question tellement importante: comment l'historien peut-il écrire sur des événements dont les effets demeurent visibles dans la politique, la mémoire collective et également les consciences des gens. Alors, pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Baha Ibrahim, journaliste et écrivaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Premièrement, quand on parlait en off de la difficulté de mêler également historien et analyse politique ou écrivain qui analyse les faits politiques et mondains, je dirais surtout politiques en temps actuel. Oui. Selon vous, quelle est la différence entre les deux? Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'un analyste politique, il est plutôt spécialisé en Sciences Po, d'accord, alors qu'un historien, et ça on va le voir peut-être un peu plus tard, je vais en parler, l'historien aujourd'hui devrait avoir une approche multidisciplinaire qui mêle alors les techniques, si vous voulez, de l'histoire, d'accord, mais aussi la sociologie, les Sciences Po, etc. Et donc l'approche est différente. Parfait. On parlait que le temps de nos jours est tellement en vitesse, je dirais, avec des événements qui devraient, depuis à peu près une cinquantaine d'années, prendre des années entières. Et là, on parle de 2-3 jours. Ce sont des événements, des conférences, des événements politiques graves qui prennent un temps tellement raccourci, je dirais. Comment estimez-vous cela? Oui, justement. Alors, généralement, lorsqu'on dit histoire, lorsqu'on parle d'histoire, on a tendance à croire qu'on va parler d'une époque révolue, ou d'événements qui sont donc placés loin dans le temps, d'accord. Mais en fait, c'est ce que je venais de vous dire, le rythme de l'histoire aujourd'hui est accéléré. Et du coup, donc, parler de l'histoire récente ou du moment présent devient un impératif. D'accord. Alors, il y a bien sûr certaines traditions qui se sont construites au fur et à mesure que l'histoire est devenue, entre guillemets, une science. Je vais prendre le cas français, si vous voulez. Les années 30, il y avait les Annales, c'est une grande école donc, historique, là où il y avait une certaine hostilité, une certaine réticence au fait de parler de l'histoire récente, d'accord, ou présente si vous voulez, d'accord. Après, il y a eu une révolution, c'est l'année, j'estime que c'est une révolution, l'année 78, avec la création de l'Institut d'histoire du temps présent. Et là, on est en train de faire quoi? De reconnaître scientifiquement, académiquement, ou de donner une certaine légitimité au fait d'étudier l'histoire donc récente. Alors, bien sûr, il ne suffit pas. Alors, cette légitimité, elle repose sur quoi? Elle repose sur une méthodologie rigoureuse. Et cette donc, méthodologie englobe donc, un certain nombre d'éléments. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Moi, je pense que l'historien travaillait sur un fait qui a précédé d'une cinquantaine d'années, par exemple. Alors, il est visible pour lui les conséquences de ce fait. C'est visible sur le terrain, devant lui. Il peut l'étudier aisément. De nos jours, les techniques d'étudier ces événements ont évolué d'une façon remarquable, je dirais même. De nos jours, l'information devient plus aisée, plus accessible. Comment voyez-vous cela? Alors, il est vrai que l'information est plus accessible, ça c'est vrai. Mais il y a aussi, en revanche, une surabondance de l'information. Oui. Et ça cause un autre problème. Oui. Mais en fait, la subtilité du fait, ou la subtilité d'étudier l'histoire récente provient d'une part de cette surabondance documentaire, si vous voulez, mais aussi il y a un détail très important, c'est que les traditions d'un historien, généralement, l'une parmi les traditions importantes d'un historien, c'est d'avoir ce recul dans le temps. Oui. Alors que là, lorsqu'on parle de l'histoire présente ou récente, il n'y a pas de recul. Et donc, qu'est-ce qu'il faut développer? Il faut développer un certain regard critique.
toute la subtilité est là. D'accord? Alors, ce regard critique, alors, bien sûr, aujourd'hui, on parle, vous parlez des lives, de l'information qui débarque là à tout moment dans nos écrans, partout. Hein, elle nous matraque parfois. D'accord? Alors, justement, donc nous avons des témoignages finalement. Ce sont quoi? Ce sont finalement des témoignages. Celui qui fait le reporter, les témoignages qui sont sur place, par exemple, qui voient ce qui se passe, etc. Mais est-ce que ces témoignages, justement, des personnes qui sont vivantes, qui sont là, qui ont vu ce qui se passe, d'accord, est-ce que ces témoignages-là sont pris en tant que vérité absolue ou voie de vérité? Non. Ce n'est pas une documentation des faits, c'est ça ce que j'explique. Alors, c'est plutôt, la révolution elle consiste en quoi? En fait que ces témoignages sont plutôt une source orale. Source orale, c'est-à-dire quoi? Qui est critiquable au même titre qu'une documentation écrite. Parce que finalement, c'est quoi le support? C'est quoi l'outil finalement d'un historien? Ce sont les documents écrits. Alors aujourd'hui s'ajoutent les témoignages des personnes qui sont vivantes, bien évidemment, puisque l'on parle de l'histoire présente, mais attention, il faut avoir ce regard critique pour cette source orale, entre guillemets, au même titre que n'importe quelle documentation écrite. Mais aussi, l'historien devrait être normalement plus fin d'esprit, c'est-à-dire que, c'est d'ailleurs le cas, d'accord. Sélectionner. Alors, la sélection, bien sûr, et il a une certaine connaissance par rapport à ce qui se passe, et analyser ces témoignages-là, dans ce sens qu'il y a des silences. Oui, l'authenticité, bien évidemment, mais il y a des silences. Il y a des dissimulations. Oui. Des silences. Silence. Ah, excusez-moi, je suis il y a donc des silences, des dissimulations. Il y a un style, une façon de dire. Certainement. Et l'historien aussi, il le sait fort bien que lorsqu'on parle d'un passé un peu récent, c'est toujours une reconstitution du passé par rapport au présent. Parce qu'il y a une différence entre reconstituer des événements passés, même s'ils sont proches, dans le présent, et reporter les événements au passé tels qu'ils se sont passés. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a plusieurs enjeux, d'accord, et aussi de laisser, de se libérer de ce déterminisme. C'est que on ne parle pas, lorsqu'on parle d'événements qui se passent maintenant, alors généralement on dit, en 2011, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit non, on ne serait pas capable de comprendre ce qui se passe maintenant. Il va falloir encore 10 ans pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. Vous voyez, il y a toujours donc ce recul, on a besoin toujours de ce recul par rapport au temps. Alors, comment est-ce que l'historien rattrape ou remplace, ou quelle est son alternative par rapport à ce recul historique ou dans le temps? C'est ce regard critique par rapport à l'information, qu'elle soit écrite, qu'elle soit sous forme de témoignages des personnes qui sont encore vivantes, puisque l'on parle donc d'événements, si vous voulez, récents ou même présents. Il n'y a pas cette idée qu'on peut se référer à de tel ou tel événement qui a pris part dans le passé et qui avait des similitudes avec ce qui se passe aujourd'hui? Oui, ça c'est très important. C'est une question très importante. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors, j'ai peut-être parlé dans mon article à Journal El-Qahira de deux approches différentes, fondamentalement différentes, américaines et françaises, lorsque l'on parle de l'histoire donc récente ou, si vous voulez, des événements qui sont donc présents. Alors, l'approche française, elle est plutôt centrée sur ce qui est méthodologie, c'est-à-dire comment on lit historiquement l'histoire. On a tendance à problématiser. En revanche, l'histoire américaine, c'est plutôt des événements précis, c'est plutôt le public story, si vous voulez. On a tendance à être pragmatique, etc. Alors, nous maintenant, en tant qu'Arabes, est-ce qu'on peut adopter, si vous voulez, adopter une approche? Non, la question, à mon avis, ce n'est pas d'adopter une approche bien déterminée, ou de choisir, ou de faire un pont pour faire une version hybride, c'est pas ça.
À mon avis, aujourd'hui, l'historien arabe devrait faire attention à autre chose plutôt que la méthodologie qu'il est libre de choisir, bien évidemment. Alors, c'est celle d'essayer de se dissocier de la pression sociale. Alors, pourquoi je dis pression sociale? Parce qu'on a tendance à analyser les événements d'aujourd'hui avec un œil ou sous l'influence d'événements qui sont récents dans le temps. Donc, se référer à des événements du passé proche. Et là, généralement, ça tend à amener donc l'historien ou le grand public, la grande masse, vers l'écueil. Alors la grande masse, elle peut se tromper. Ça, là, une grande question. Oui. Quelle est la différence entre la grande masse et l'historien? Parce que les deux doivent avoir une grande différence entre les deux, entre la perception de voir les mêmes événements. L'historien la voit d'un œil différent, là. Justement, écoutez, depuis toujours, la grande masse a une certaine légitimité d'aller dans un sens influencé. Oui, oui. Il y a plusieurs raisons à cela. Oui. Elle peut être influencée. Mais justement, ce que je viens de dire, c'est que l'historien ne doit pas céder à cette pression sociale. Mais en même temps, il a une position assez délicate, on doit le reconnaître. Alors, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, l'historien, il peut être amené, ce n'est plus l'historien dans son bureau ou dans son laboratoire. Aujourd'hui, l'historien, il est dans les médias, il est bien présent dans les médias, il est médiatisé, il peut être dans les tribunaux, dans les médias, etc. D'accord? Alors ça, c'est une part, ça c'est une présence dans l'espace public, n'est-ce pas? Donc, alors, là, il est tenu, ou il subit une certaine pression sociale, parce que la grande masse, qu'est-ce qu'elle demande de l'historien? Une version plus ou moins, entre guillemets, déterministe. Alors, dites-nous ce qui se passe. Et qui va avec leurs sentiments. Bien sûr, voilà, ça va avec leurs sentiments, exactement, vous avez tout compris, d'accord? Alors, ça, d'une part, mais le monsieur, l'historien, ou la madame l'historienne, elle est tiraillée finalement. Il parle pour l'histoire, il va être jugé dans le temps. Justement, il est tiraillé entre deux choses. Alors, la première chose, c'est ce que je viens de dire, c'est celle du fait qu'il est tenu, donc, donner donc, quelque chose, une information utile qui apaise donc les sentiments, les impulsions de la foule, d'une part, mais autre part, il a une contrainte scientifique. Il doit donner une version, donc, si vous voulez, nuancée, fondée sur des preuves. Et là, les deux, peut-être parfois, ils ne font pas bon ménage. D'accord? La plupart du temps. Voilà, la plupart du temps, ça ne fait pas bon ménage. Mais on a tendance aujourd'hui, il y a plusieurs événements. Je suis là en Égypte, je suis tunisienne, je suis allée en Égypte depuis 6 ans et demi. Et je remarque qu'il y a des événements qui sont plus ou moins proches dans le temps, 67, 73, c'est proche dans le temps d'une part, mais aussi ces événements-là vivent bien dans l'émotion égyptienne, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. D'accord, ça c'est tout à fait légitime. Mais je dirais, alors, la foule ou la masse a tendance à analyser les événements qui se passent aujourd'hui avec le même œil de ces événements-là. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette émotion. Pour la masse, c'est tout à fait justifiable ou légitime, comme je viens de le dire. Alors, pour l'historien, non, il ne doit pas dire, il va venir, et d'ailleurs je ne pense pas qu'un historien va venir au studio à vous parler pour vous dire que l'histoire se répète. Ah non, l'histoire ne se répète jamais. Il y a certains cycles de l'histoire, ça c'est autre chose. Mais l'histoire se répète, ou juger par exemple comme l'émotion de la foule que les événements d'octobre 2023, c'est un deuxième 73 égyptien. Oui, il y a la foule qui a... Oui, la foule. Non, c'est la foule, c'est les émotions. C'est un peu populiste si vous voulez. D'accord? D'accord. Non, je ne dis pas tout le monde, d'accord? Mais un courant, si vous voulez, d'accord. Alors, l'historien, il ne juge pas les choses ainsi, d'accord. Donc, il devrait se dissocier de cette pression sociale, parce que ça fait une pression, cette émotion-là, finalement, d'accord. Et c'est ce qui fait la différence entre un historien, d'accord, avec ses outils, bien évidemment, et entre la grande masse. Concernant l'historien, quels sont les autres défis auxquels il fait face? Alors,
les défis... De nos jours, certainement. Bien sûr. Certainement, à présent, il y a par exemple les médias sociaux, c'est la voix de la foule, je dirais. D'accord. Oui, c'est vrai, mais lui aussi, il a une voix. Parce que si vous regardez TikTok ou Facebook, vous allez voir qu'il y a des historiens qui sont présents sur le net. Donc, bien sûr, ça ne fait pas le même poids de la masse, bien évidemment. Mais j'estime, je me place dans une optique positive et je me dis, c'est bien aujourd'hui que l'historien soit une personnalité médiatisée plutôt qu'une personne qui est enfermée ou un spécialiste qui est enfermé donc dans son labo. À l'abri ou loin des événements? Loin des événements, non pas loin des événements, mais je dirais loin de l'espace public, c'est ça ce que je souligne. Okay. Donc j'estime, voilà, aujourd'hui on assiste à des historiens qui parlent d'une façon un peu vulgarisée par exemple, pour avoir accès donc à la grande masse, si vous voulez. D'accord. Avec une dialecte quelconque. D'accord. Bien sûr, la question de la subjectivité ou de l'objectivité de l'historien est très importante, parce que généralement on se pose la question, on se dit, est-ce qu'un historien est censé être objectif? Vous voyez, c'est une question délicate. Alors, normalement, le premier réflexe, on va dire, il doit être objectif. Mais en vérité, si on examine la chose, non, il y a toujours une part de subjectivité qu'on devrait admettre. Alors, vous savez, il y a une tendance un peu littéraire, si vous voulez. Il y a eu des historiens, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui ont écrit, je ne dirais pas un roman, autobiographie, ça se place plutôt comme ça. Là où ils ont raconté, où ils ont écrit plutôt, comment eux, en tant qu'historiens, produisent l'histoire ou écrivent l'histoire, et comment l'histoire qu'ils ont vécue, parce que finalement ce sont des personnes qui ont vécu un certain nombre d'événements. Ils font partie de la foule. Voilà, il fait partie de la foule finalement. Donc il y a eu des événements qui l'ont formé. D'accord. Et vice-versa. Alors cette expérience, je trouve qu'elle est très intéressante dans le sens où elle met la lumière sur cette part de subjectivité. Alors pourquoi finalement on doit admettre une part de subjectivité? Parce que l'historien finalement, il est formé par l'histoire, il produit l'histoire à sa façon, mais aussi c'est un jeu, si vous voulez, réciproque. D'accord. Et c'est là, je trouve que ces livres-là, qui sont écrits comme je viens de vous le dire, on appelle ça égo-histoire. C'était très intéressant, j'ai d'ailleurs écrit donc deux articles sur ce sujet. Quelqu'un qui a vécu cet événement historique et il en parle dans quelques temps, dans une dizaine d'années. Imaginez par exemple un peu un historien qui est né en 1945. Alors qu'est-ce qu'il est censé vivre? La fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, il est né, donc il est petit, il ne sait pas. Mais il va voir donc comment est-ce que la carte, si vous voulez, des forces ou des puissances donc mondiales s'est placée après. Dans les années 70, d'accord. Il va, qu'est-ce qu'il a vu à cette époque-là? C'est les mouvements de libération dans le monde arabe. C'est les différentes guerres. C'est plus tard tout ce qui est guerre froide. Après les guerres du Golfe. D'accord. Donc lui, ce contexte-là, cette conjoncture-là économique aussi, l'a formé. Mais lui aussi, il a produit l'histoire. Donc ça fait un peu un jeu, un équilibre entre les deux. D'accord. C'est ce qui crée une part de subjectivité chez l'historien. Donc dire que c'est objectif comme ça dans l'absolu, d'une façon déterministe, non, je ne pense pas que c'est faisable. À mon sens du moins. Très bien. Selon vous, est-ce que nous avons aujourd'hui besoin de fonder une approche arabe à l'histoire du temps présent? Écoutez, une approche arabe, non, je ne pense pas. Et même les deux approches... américaine et française? Oui. Non, je ne crois pas qu'il va falloir inventer une troisième. Ou encore, par exemple, réconcilier les deux. Parce que, écoutez, les deux... Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas vraiment tenu d'inventer ou de créer une approche propre à nous? Alors, tout simplement parce que chaque approche a ses conditions. C'est-à-dire que l'approche française, par exemple, elle traduit des engagements nationaux, d'une part. Ces engagements nationaux proviennent d'une façon brutale même de la Révolution française, qui est un événement magique selon ce que disent les Américains,
et qui influence aujourd'hui la politique française, les Américains non, ont tendance à accorder une importance au pragmatisme, aux événements importants, les choses qui se passent à court terme. Les landmarks. D'accord, les choses qui se passent à court terme. Voilà, court-termiste, c'est pragmatique, ils ne cherchent pas à problématiser les choses. D'accord. Alors, pour nous, c'est ce que je crois que je venais de dire, le problème n'est pas là. Le problème, c'est, pour l'historien, c'est d'éviter cet écueil, hein, de glisser ou d'être influencé par une certaine pression sociale qui nous invite à produire peut-être des récits que l'on croit nationaux. Hein. Parfois, la grande foule, elle invente tout un récit qu'elle croit national, alors qu'il ne l'est pas. D'accord. Alors, l'historien, à mon sens, il doit se déconnecter de cette dynamique qui existe, dynamique sociale forte, qui fait qu'on soit donc influencé, ou on traite les événements, ou on analyse les événements d'aujourd'hui sous l'influence ou avec le regard d'événements qui sont passés et qui ont aujourd'hui encore une influence, qui sont présentes dans nos émotions. À mon sens, c'est ça l'enjeu pour un historien du monde arabe. Très bien. Docteur Baha Ebrahim, je tiens à te remercier énormément. Merci. Les explications tellement claires. Le plaisir est le nôtre toujours. Merci à vous. Merci. Alors je répète que vous êtes journaliste et écrivaine. Merci à vous. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.